Un plan américain divulgué imagine Gaza comme une propriété en bord de mer, mais le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, fait l'éloge du massacre du 7 octobre. Le Hamas refuse de se désarmer et personne ne veut envoyer de troupes. Le rêve de Gaza du président Trump peut-il survivre à la réalité sur le terrain? Nous vous plongeons au cœur du débat dans l'édition de Jérusalem cette semaine. Bienvenue sur l'initiative de Jérusalem sur JNS Télévision. Je suis Josh Haston, correspondant JNS Télévision à l'autre bout du monde. Alex Treyman, président-directeur général de JNS, est en studio. Ravi de te voir cette semaine. Content de te voir, Josh. J'ai enfin le studio pour moi. Profitons et j'espère être de retour là-bas la semaine prochaine. Mais toi, tu vas encore voyager. On va en parler dans quelques minutes, mais d'abord. Des milliers de personnes se sont réunies à Sydney, sur la plage de Bundy, pour commémorer le premier anniversaire de la fusillade de masse. L'attentat terroriste qui a fait 15 morts et de nombreux blessés. Nous y voilà, Alex, une semaine après cette horrible attaque. Oui, et je pense que cette attaque va vraiment être un tournant en Australie et d'une certaine manière très similaire au tournant qu'a connu les États-Unis le 11 septembre. Et évidemment, cette attaque était d'une bien plus grande ampleur, mais nous avons vu, dans une certaine mesure, l'Amérique changer ce jour-là. Et je pense aussi que c'est plus qu'une simple attaque. Je vois, vous savez, l'élan de soutien en Australie pour la communauté juive. Vous entendez la communauté juive se lever. Et évidemment, cette attaque est survenue après des années d'avertissement concernant le danger croissant pour la communauté juive australienne. Nous avons entendu parler de la possibilité de mondialiser l'intifada. Soudain, le premier ministre Albanese annonce vouloir interdire l'expression « mondialiser l'intifada ». Nous en avons parlé la semaine dernière. Mondialiser l'intifada, c'est bien ce que vous entendez. Et je pense que cela va être un tournant d'une manière ou d'une autre. Il est maintenant possible que l'Australie utilise cela comme un signal d'alarme et ils vont essayer de comprendre ce qu'ils doivent faire pour protéger la communauté juive ou plus probablement il s'agit d'une attaque. Cela va être le début d'une suite où la communauté juive va se retrouver dans un danger de plus en plus grand. Dans les mois et les années à venir, comme ce que nous avons vu dans des endroits comme la France et ailleurs dans le monde, oui, les signes étaient clairement visibles. Malheureusement, les dirigeants là-bas n'ont pas pris de mesures contre ces terroristes locaux et ceux qui se sont infiltrés en Australie au fil des années. Passons à la scène locale, en Israël. Alex, grande nouvelle cette semaine. Israël approuve un accord sur le gaz naturel de 34 milliards avec l'Égypte, nos voisins du Sud. Le premier ministre Netanyahou a convoqué une conférence de presse la semaine dernière pour annoncer l'accord. Quelle est l'importance de cet accord pour Israël financièrement et diplomatiquement avec l'Égypte, avec qui Israël a un accord de paix depuis 1979? c'est un moment de grand développement pour l'État d'Israël. Vous vous souvenez de sa fondation? C'était un pays pauvre en ressources. Et nous voyons maintenant, au cours des 2 dernières décennies, qu'Israël a découvert et exploité du gaz naturel au large de la côte méditerranéenne et il devient désormais un important exportateur de gaz naturel. Vous posez ici quelques questions. D'abord, que cela apporte-t-il aux caisses de l'État? À vous? C'est un accord de 345 milliards sur les 14 ou 15 prochaines années en gros, et une grande partie de cet argent ira dans les caisses de l'État. Et nous savons que les coûts de l'énergie en Israël sont relativement bas, même si le coût de l'énergie augmente en Israël, tout comme le coût de tout le reste augmente en Israël. En ce qui concerne ses relations avec l'Égypte, nous fournissons de l'eau à la Jordanie, à notre est, et nous fournissons maintenant du gaz naturel à l'Égypte, au sud-sud-ouest. Avant, l'Égypte approvisionnait Israël en gaz naturel du Sinaï, et ce n'est que lorsqu'ils ont violé l'accord de paix que nous avons avec l'Égypte qu'ils ont cessé de fournir du gaz naturel à Israël. Donc maintenant, on voit que le robinet coule dans l'autre sens. Et qu'est-ce que ça implique? D'une part, évidemment, les dirigeants israéliens disent que cela renforce la paix, mais c'est une paix très froide. La Jordanie reçoit de l'eau dont elle a grand besoin d'Israël. Les dirigeants jordaniens continuent-ils à inciter contre Israël et à pousser leur population à détester Israël? Oui, ils le font. Le public égyptien n'a pas une opinion favorable d'Israël.
C'est aussi parce que la direction en Égypte n'oriente pas sa population, même doucement, pour lui faire comprendre qu'il est important de maintenir au moins une paix normalisée avec Israël. Donc, vous savez, je ne sais pas si cela va changer la donne comme je l'espérais ou comme je le pense, ou que la direction parle de la façon dont cela pourrait changer les relations entre Israël et l'Égypte. Je pense que l'Égypte va simplement prendre le gaz naturel, ils vont donner de l'argent s'ils paient, et nous n'allons pas forcément voir un changement dans les opinions envers Israël dans la rue maintenant. D'un côté, cela fait d'Israël un exportateur de gaz naturel et c'est très important. D'un côté ou de l'autre, c'est ce que vous attendez d'Israël. Nous avons tiré de la guerre que l'indépendance totale d'Israël est essentielle. Israël doit être indépendant sur le plan alimentaire, Israël doit être indépendant sur le plan des armes et Israël doit être indépendant sur le plan énergétique. Et bien sûr, les entreprises qui ont investi beaucoup d'argent pour aider Israël à exploiter ce gaz naturel, l'extraire à la surface et l'amener à un point où il peut être consommé. Ils veulent de récupérer leur investissement le plus rapidement possible, donc ils veulent voir Israël exporter ce gaz naturel vers d'autres pays en échange de contrats commerciaux. Mais on pourrait avancer un bon argument. Que fait donc Israël à exporter son gaz naturel? Surtout quand on entend le Premier ministre parler d'Israël qui entre dans l'ère de l'intelligence artificielle. Une chose que nous savons sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nécessite une quantité d'énergie extraordinaire pour traiter ce calcul quantique. Cela demande d'immenses quantités d'énergie. Et ici, vous avez Israël qui possède d'une part de grandes quantités de gaz naturel dans l'océan, mais d'autre part des quantités de gaz naturel quelque peu limitées. Le Premier ministre affirme croire qu'il y a plus de gaz au large, et je pense qu'il y a de nombreuses raisons de croire que l'on pourrait trouver du gaz naturel supplémentaire au large de la côte méditerranéenne, mais vous pourriez penser qu'il est dans l'intérêt à long terme d'Israël de conserver ses réserves de gaz naturel afin de pouvoir essentiellement répondre aux besoins d'Israël pendant des décennies à l'avenir. Alexander. En même temps, un autre accord annoncé cette semaine entre Israël et l'Allemagne investit dans le système de défense aérienne Aéro 3 conçu pour intercepter les missiles balistiques. Israël a cette technologie et ses capacités. L'accord s'élève à 31 milliards, selon le porte-parole du ministère israélien de la Défense. Un autre accord majeur annoncé cette semaine, ALEX, oui. C'est important pour l'Allemagne parce qu'elle considère la Russie et son arsenal de missiles comme une menace. Ils peuvent de même considérer les missiles balistiques de l'Iran comme une menace potentielle pour le continent européen. Vous savez, il y a seulement quelques mois, vous entendiez l'Allemagne parler d'un embargo sur les armes à destination d'Israël. Dès que le cessez-le-feu a été déclaré entre Israël et Gaza, les dirigeants allemands ont dit « D'accord, nous allons reconsidérer. Il se pourrait qu'il n'y ait pas d'embargo sur les armes. » Mais ici, vous voyez la valeur que l'Allemagne et d'autres pays trouvent dans la technologie israélienne. Et je pense que ce que vous verrez à l'avenir, c'est qu'à mesure qu'Israël deviendra plus indépendant en matière de système d'armes, en s'éloignant du soutien direct des États-Unis, cela leur donnera plus de liberté pour développer leur propre technologie, pour investir dans leur propre technologie développée en Israël ou fabriquées ailleurs, que ce soit en Inde ou dans d'autres endroits du monde. Et vous allez retrouver cette mentalité de start-up israélienne, vous travaillant même à toute vitesse avec des technologies de défense, et alors vous verrez Israël devenir réellement un grand exportateur de technologies de défense vers d'autres pays à travers le monde. Donc je pense que ce n'est qu'un seul contrat, un contrat de 31 milliards, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne ce qui est possible si Israël développe des systèmes d'armes avancés et a la capacité de les vendre dans le monde entier. Alex, regardons Gaza en ce moment. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l'administration Trump devra clarifier le mandat de la Force internationale de stabilisation. Nous avons déjà parlé de cette force. Regardons cette vidéo. Oh, écoutez, pour être juste envers tous les pays avec lesquels nous avons discuté de la possibilité d'être présents sur le terrain, je pense qu'ils veulent savoir précisément, vous savez, quel est le mandat, à quoi ressemble exactement le mandat spécifique, quel est le mécanisme de financement. Nous essayons de faire beaucoup de progrès ici. Je pense que l'étape suivante est d'annoncer le Conseil de la paix et le groupe technocratique palestinien chargé de la gouvernance quotidienne. Une fois cela en place, je pense que nous pourrons consolider la force de stabilisation, y compris son financement,
les règles d'engagement, leur rôle dans la démilitarisation, etc. Voilà donc le secrétaire d'État Marco Rubio qui parle de la deuxième phase de l'accord en disant qu'il n'y a pas d'avenir. Nous avons évoqué avec l'UNRWA la volonté des États-Unis de la qualifier d'organisation terroriste étrangère. Le désarmement du Hamas est indispensable. Les détails doivent être négociés. Le Hamas, bien sûr, n'est pas disposé à se désarmer, ce qui pourrait empêcher toute avancée vers la phase 2. Je pense que c'est très positif pour Israël de voir cela. En fait, c'est le secrétaire d'État Marco Rubio qui dirige les efforts diplomatiques ici pour faire passer cet accord de la phase 1 à la phase 2. Parce que je pense à toutes les personnes impliquées au sein de l'administration américaine. Marco Rubio est celui dont Israël peut dire qu'il est vraiment le plus aligné avec eux. Donc, il vaut mieux entendre Rubio parler de cela que d'entendre Witkoff, Kushner ou d'autres. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas pro-Israël, je pense qu'ils le sont. Mais nous voyons bien que Witkoff et Kushner ont certainement des liens étroits avec le Qatar. Rubio semble vraiment être beaucoup plus proche d'Israël. Donc, d'un côté, c'est vraiment très, très bien que ce soit Rubio qui mène cet effort ici. Il a totalement raison sur l'UNRWA. On en a parlé la semaine dernière. C'est essentiellement une agence du Hamas soutenue par l'Organisation des Nations Unies. Qu'ils n'en feront pas partie représente un grand progrès. J'ai l'impression que l'administration Trump ressent une certaine urgence à voir si elle peut faire passer cela de la phase 1 à la phase 2. Et vous savez, nous parlons de la création de ce Conseil de la paix. Nous parlons de la création de cette force internationale de stabilisation. À ce stade, il n'est pas encore tout à fait clair qui fera partie de cette force internationale de stabilisation. Donc, d'après les derniers rapports que j'ai entendus, le Pakistan pourrait être un pays qui enverrait des troupes au sein de cette force. Et même par le passé, nous avons discuté de la question de savoir si oui ou non. Le Pakistan pourrait envisager de normaliser ses relations avec Israël un jour, mais je ne pense pas que ce soit possible actuellement. Toute la rue pakistanaise considère Israël comme un meilleur ami, mais le Pakistan est suffisamment éloigné pour qu'il n'y ait jamais eu de conflit direct entre Israël et le Pakistan. Ce pays pourrait intervenir, mais de grandes questions subsistent sur le mandat de la Force internationale de stabilisation. Ont-ils un mandat d'ouverture du feu? Peuvent-ils le faire? S'ils voient des terroristes du Hamas, peuvent-ils les neutraliser? Peuvent-ils exiger que le Hamas se désarme? Quel va être le rôle de cette Force internationale de stabilisation? Et la crainte, comme on l'a vu avec la force intérimaire des Nations unies au Liban, au Sud-Liban, c'est toujours la même chose pour Israël. Des forces internationales interviennent dans la région, leur mandat étant surtout d'empêcher Israël de vaincre les terroristes, n'est-ce pas? Donc, les terroristes, par exemple, au Sud-Liban, on a toute cette montée en puissance du Hezbollah dans le Sud-Liban. C'était une violation directe de la résolution 1701 de l'Organisation des Nations unies. Ils n'étaient pas censés opérer là-bas. La force intérimaire des Nations unies au Liban leur a permis d'opérer et ils ont empêché Israël de frapper dans cette zone. C'est donc ce qu'Israël ne veut pas voir ici et il n'est pas encore clair quel sera ce mandat. Rubio dit qu'avant de pouvoir s'attendre à ce que des troupes viennent de n'importe quel pays, il faudra d'abord que ce mandat soit clair. Et il semble bien qu'Israël ait une sorte de droit de veto sur les pays qui pourraient être impliqués. Nous savons que la Turquie, par exemple, souhaite envoyer des troupes à Gaza dans le cadre de cette force internationale de stabilisation, et cela a été une ligne rouge pour Israël. Oui, Alex, vous avez la force internationale sur place et en même temps, certains pays rejoignent le Conseil de la paix de Trump. Et je ne suis pas vraiment sûr que les mêmes pays qui envoient potentiellement des troupes dans cette force soient les mêmes pays qui font partie du Conseil de la paix. Cette semaine, il a été rapporté que l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne auraient accepté de rejoindre le Conseil de la paix de Trump. En effet, Israël a des problèmes avec le Qatar et la Turquie, comme vous l'avez dit. Je ne vois pas leur nom sur cette liste, mais si cela est exact, cela semble effectivement problématique, surtout lorsqu'on parle d'établir la paix. Quand vous avez certaines de ces entités, le Qatar et d'autres, qui en fait abritent le Hamas et l'ont abrité depuis longtemps. Il est aussi très improbable, comme dit, que cette force internationale prenne vraiment les armes contre le Hamas. Alors, parlons, je suppose, de ces deux entités différentes et de certains de ces pays problématiques. Oui, tout à fait. Les États-Unis et Israël divergent fortement sur le rôle et la bonne foi du Qatar. En ce qui concerne Israël, le Qatar n'est pas un acteur constructif ici. Mais pour les États-Unis, vous voyez, le président a accepté cet avion du Qatar, ou du moins il a accepté de recevoir cet avion du Qatar en affirmant que le Qatar est un allié.
signé ce décret accordant au Qatar un statut spécial en tant que partenaire de défense et allié des États-Unis. Selon moi, Israël ne voudrait surtout pas que l'Égypte et le Qatar participent à la force internationale de stabilisation. Il a été question que l'Égypte envoie potentiellement des troupes, mais ici, nous voyons qu'elle va faire partie de ce Conseil de la paix maintenant. Israël se sent plus à l'aise avec les Émirats arabes, unis depuis la signature des accords d'Abraham. Ils ont été le premier pays à intervenir. Les 3 autres viennent d'Europe. Et ici, vous avez l'Allemagne qui, d'une part, comme nous venons de le discuter, a signé cet important accord de dépenses de défense avec Israël. Je pense aussi qu'Israël considère l'Allemagne comme un allié majeur en Europe. Même si nous avons vu qu'il prenait quelques précautions, l'Italie semblait aussi faire de même. Giorgia Meloni. Elle est de droite. D'un côté, Israël s'attendrait à ce que cette direction nationaliste de l'Italie soit très étroitement alignée avec Netanyahou et son gouvernement. Mais nous avons aussi entendu Giorgia Meloni dire certaines choses, vous savez, qui, je pense, sont déconcertantes pour Israël. Le Royaume-Uni, un autre pays, certainement sous ce gouvernement travailliste, n'a pas été pro-Israël. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni fait des déclarations et je pense qu'elles sont très décevantes pour Israël. Mais en même temps, ce que vous ne voyez pas, c'est que la France soit admise comme membre de ce Conseil de la paix. Et la France, je pense, était le pays le plus pro-palestinien de tous ces pays en Europe. Ils sont donc mis de côté, ce qui ne semble pas un grand alignement. Mais souvenez-vous que le président de ce Conseil de la paix sera Donald Trump. Au final, ce seront les États-Unis qui décideront. Et nous espérons vraiment que Marco Rubio et Donald Trump joueront un rôle important dans la définition des politiques de ce Conseil de la paix. Et s'ils y parviennent, s'ils réussissent à être ceux qui déterminent quelle sera la future stratégie pour Gaza, s'ils réussissent à inclure les Émirats, le Qatar, l'Égypte, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni dans ce Conseil et à les aligner, cela pourrait potentiellement faire beaucoup pour restaurer le statut d'Israël au sein de la communauté internationale et faire en sorte que le reste de cette communauté internationale cesse de mettre la pression sur Israël. En ce qui concerne la situation humanitaire et la crise actuelle à Gaza, cela fait vraiment peser la charge de la reconstruction uniquement et entièrement sur les États-Unis et sur ce Conseil de la paix. Alex, ce week-end, j'ai lu la version papier du Wall Street Journal où j'ai vu des images et un article à propos de la vision potentielle de Trump pour l'avenir de Gaza, une Riviera du Moyen-Orient vraiment high-tech et ultra-moderne, comme l'a mentionné le président Trump à plusieurs reprises, avec des trains à grande vitesse et de grands, magnifiques bâtiments ou autre chose du genre. Et, selon le Wall Street Journal, cette proposition, élaborée par Kushner-Witkoff, appelée Projet Sunrise, devrait être achevée en 10 ans avec ces images. Nouveau Rafas, c'est ça être le siège du gouvernement pour qui? Je ne sais pas si tu parles de l'autorité palestinienne, de terroristes en costume ou d'une partie du Conseil international de la paix. Peu importe qui reprendra. Mais encore une fois, d'après ce que je comprends, c'est la première fois que tu vois réellement des images de la vision de Trump pour l'avenir à long terme à Gaza. Oui, on a vu certaines des maquettes de ce à quoi Gaza pourrait ressembler à l'avenir avec des investissements internationaux majeurs. Ils évoquent désormais cela comme un plan décennal. Ça me semble être quelque chose qui pourrait prendre bien plus de 10 ans à réaliser si jamais on y arrive. Et bien sûr, je pense que ce plan sur 10 ans dépend du fait que le Hamas et les organisations terroristes ne soient pas présents à Gaza, qu'ils ne soient pas ceux qui opèrent, autorisent et administrent la bande de Gaza. Donc la question est, est-ce qu'on finit par sortir le Hamas et qui s'en charge? Est-ce que cette force internationale de stabilisation va s'en charger? Est-ce qu'Israël va le faire? Je pense qu'il existe une sorte d'accord entre Israël et les États-Unis où les États-Unis demandent essentiellement à Israël un peu de temps pour vérifier s'ils peuvent instaurer une force internationale de stabilisation, créer un conseil de la paix et donner à cette force un mandat de désarmement du Hamas. S'ils y parviennent, mais si ce n'est pas le cas, alors vous verrez les forces de défense israéliennes intervenir maintenant. On pourrait aussi avancer un bon argument selon lequel le statu quo tel qu'il est actuellement n'est pas si problématique, n'est-ce pas? Vous avez Israël qui contrôle 53% de la bande de Gaza. Il contrôle la frontière sud entre Gaza et l'Égypte et il y a une zone tampon au nord. On ne peut plus vraiment considérer le Hamas comme une menace réelle pour l'intérieur d'Israël. Israël contrôle toute la partie est de Gaza, tandis que le Hamas est à l'ouest.
occupant près de 50% du territoire. Et oui, ils courent partout avec des mitraillettes et ils infligent des dégâts à la population de Gaza. Nous avons vu qu'ils ont éliminé Abu Shabab, l'un de ces chefs de clan dont les États-Unis et Israël ont parlé, en prenant une partie de ce que nous appelons le contrôle administratif palestinien. Quand on parle d'un gouvernement technocratique palestinien comme faisant partie de cette phase 2, il n'est pas clair qui peut en faire partie si le Hamas court partout avec des mitraillettes et élimine les gens. Mais en gros, ce que vous allez avoir dans cette situation, c'est encore Israël qui contrôle la moitié de la bande et le Hamas et les Gazaouis qui mijotent dans leur propre misère dans l'autre moitié. Et pendant ce temps, la responsabilité de résoudre ce problème incombe aux États-Unis et à ce Conseil de la paix. Nous devons voir si le Hamas sera désarmé, si Gaza sera démilitarisé, si cela se produit. Et encore une fois, la question est qui va faire en sorte que cela arrive? Mais si cela arrive, si vous pouvez mettre en place une sorte de gouvernement pacifique, calme, technocratique là-bas, vous savez, le Hamas n'a plus d'armes pour terroriser sa population. Et ensuite, vous amenez du matériel pour déblayer les décombres. Et cela va prendre beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps pour nettoyer les décombres à Gaza. Pourrait-on commencer à voir une forme de reconstruction? Oui, si vous allez reconstruire, devriez-vous la reconstruire? Comme un modèle de ce que pourrait être l'avenir du Moyen-Orient. Prendre les Émirats arabes unis ou le Qatar comme modèle serait formidable. Quelles sont les chances réelles que cela arrive? À mon avis, elles sont assez faibles. Oui, absolument, Alex. Je veux dire, en 2005, c'était essentiellement le plan, quand Israël a retiré entre 8 000 et 10 000 de ses propres civils ainsi que tous nos soldats. Et ils ont même exhumé les corps dans l'espoir de la paix, dans l'espoir que l'autorité palestinienne transforme Gaza en une sorte de... En 2005, les gens proposaient cela, mais c'était un rêve impossible. Je veux dire, même ça, l'idée que Gaza allait devenir paisible, sans parler de devenir le Singapour du Moyen-Orient comme ils l'ont décrit, rien n'indiquait cela. L'autorité palestinienne gouverne, comme on le voit dans les zones qu'elle contrôle en Cisjordanie, appelée aussi Judée-Samarie. Rien ne laissait penser que Gaza serait mieux. Ici, vous avez une opportunité. Si vous pouvez contourner les Gazaouis, vous pouvez aussi contourner le Hamas et l'autorité palestinienne. Si d'autres forces interviennent ici, les Émirats, le Qatar et les États-Unis, et disent « Écoutez, voici ce que nous faisons ». En gros, vous parlez d'une page blanche à Gaza en ce moment. Tout est une zone de démolition, comme l'a déjà dit le président il y a 1 an et demi à la Maison-Blanche. Il faut nettoyer cette zone et reconstruire. 2 options s'offrent à nous. Vous pouvez commencer à installer ces logements sociaux et suivre ce modèle et simplement construire des maisons pour les gens ou des appartements ou peu importe, des caravanes pour la population. Ou vous pouvez dire non puisque nous allons de toute façon investir et dépenser des milliards. Alors nous devrions le faire de la manière la plus technologique possible et essayer réellement d'en faire cette Riviera du Moyen-Orient. Mais il semble encore une fois que c'est très difficile pour les États-Unis en ce moment. Marco Rubio Trump pour atteindre la prochaine étape. Et il parle même de ce que cela signifie. Que le Hamas se désarme. Ils disent, d'accord, jusqu'où pouvons-nous convaincre le Hamas de quelles armes il va abandonner? Bien sûr, nous voulons qu'ils abandonnent les armes lourdes comme les roquettes et lance-roquettes. J'imagine qu'on leur laissera quelques mitrailleuses tant qu'ils peuvent terroriser la société. Vous n'allez pas obtenir ce genre de refonte à plusieurs milliards de dollars. Vous n'aurez pas de ville intelligente à Gaza. Ce serait déjà bien si on pouvait simplement avoir une ville tranquille. Je dirais que l'autorité palestinienne n'est pas l'avenir de Gaza. Comme je l'ai dit, ce sont des terroristes en costume. Nous avons maintenant ce rapport qui le montre. En fait, Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, a qualifié le massacre du 7 octobre de plus grand jour de l'histoire dite palestinienne. Je ne suis pas sûr de ce qu'est l'histoire palestinienne, mais on peut en discuter. Regardons cette vidéo. Ouais, Moucha'a. Même le président il a dit que c'était le plus grand jour de l'histoire des Palestiniens, et il l'a dit devant des dizaines de personnes, pas juste devant 1 ou 2 personnes. Encore une fois, Mahmoud Abbas a déclaré à un intervieweur du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les études stratégiques que le 7 octobre était le plus grand jour de leur histoire. Et si c'est vraiment qui il est, alors nous savons à quoi nous attendre. Si l'autorité palestinienne intervient à Gaza, nous savons exactement qui elle est. En Judée et Samarie,
Des terroristes en costume poursuivent leur programme de payer pour tuer. Je suis d'accord. Que signifie le plus grand jour de l'histoire palestinienne? Je veux dire, regardez, l'histoire palestinienne, elle est entièrement basée sur Israël. Toute l'histoire palestinienne, tout ce que vous avez entendu sur l'histoire palestinienne, tout cela, c'est Israël. Dans l'autre moitié de cette phrase, d'un côté, vous avez la Nakba en 1948 comme étant le premier jour mémorable dans le calendrier de l'histoire palestinienne. Vous savez, il y a l'importation de Yasser Arafat et la signature des accords d'Azul. Ce sont essentiellement ces guerres, son terrorisme, ces intifadas. Voilà l'histoire palestinienne. Donc, il n'est pas surprenant ici que Mahmoud Abbas ait déclaré que le 7 octobre était le plus grand jour de l'histoire palestinienne. Bien sûr, ce n'était même pas son propre Fatah qui l'a fait, c'était le Hamas. Et il a peur que le Hamas gagne une élection et le mette dehors. Mahmoud Abbas n'incarne pas l'avenir, étant à sa 20e année d'un mandat prévu pour 4 ans. Je crois qu'il approche des 90 ans, ou qu'il vient tout juste d'avoir 90 ans, en fait. Je crois qu'il a eu 90 ans il y a quelques semaines. La question est, peut-on imaginer un avenir après Mahmoud Abbas avec quelqu'un qui ne soit pas son bras droit ou gauche pour l'avenir de l'autorité palestinienne? Je ne pense pas vraiment qu'il existe actuellement une direction palestinienne légitime qui soit pro-israélienne. Il ne s'agit pas d'aimer ou de vouloir Israël ici, mais d'admettre sa présence, reconnaître que c'est leur réalité, admettre qu'ils n'auront pas de paix dans cette région sans Israël et qu'il est donc dans leur intérêt de coopérer avec lui. Si tu pouvais trouver cette personne, alors il n'y aurait plus de Fatah ni de Hamas, ceux qui viennent pour éliminer ces gens, tu vois? Peut-être que tu pourrais arriver à une sorte de réconciliation pacifique, tu vois? Personnellement, je pense que la seule façon pour que cela arrive un jour, c'est sous la pleine souveraineté israélienne. Tu sais, si Israël est le seul à pouvoir protéger les citoyens israéliens, et franchement, parce que c'est aussi le seul à pouvoir protéger les citoyens palestiniens contre ces terroristes, mais nous devons voir qui prendra le contrôle de l'autorité palestinienne. Nous devons voir si nous atteignons la deuxième phase à Gaza. En attendant, nous n'entendons pas les voix du peuple palestinien, que ce soit en Judée, en Samarie, en Cisjordanie ou à Gaza, dire que le 7 octobre a été le pire jour de l'histoire palestinienne, alors que certains affirment la même chose. C'est à ce moment-là que vous serez sur la voie de la paix. À toi, Alex. Le président Trump a ajouté cette semaine l'autorité palestinienne et la Syrie aux restrictions de visa américaines. Une proclamation présidentielle étend les interdictions totales et partielles à 19 pays. Voilà, président Trump. Je ne suis pas vraiment sûr de la raison derrière cela, ni de l'explication. As-tu entendu pourquoi l'autorité palestinienne a été ajoutée à cette liste avec la Syrie? C'est un peu surprenant, je dirais, étant donné que le président Trump, il y a seulement quelques semaines, a eu une rencontre très amicale avec Al-Julani, le chef du nouveau gouvernement syrien. Eh bien, je veux dire, c'est certain que Trump espère qu'Al-Julani puisse être une force de modération en Syrie. Mais ici, je veux dire, le secrétaire d'État, le procureur général, le secrétaire à la sécurité intérieure et le directeur du renseignement national ont estimé que ces pays et l'autorité palestinienne étaient concernés. Il est important de noter que l'autorité palestinienne n'est pas considérée comme un pays par les États-Unis, mais il est dit que ces pays et l'autorité palestinienne ne remplissent pas les critères de base pour identifier leurs ressortissants ou résidents menaçant la sécurité nationale ou publique et partager ces données avec les États-Unis. Donc, en gros, ce que disent les États-Unis, c'est « Nous savons qu'il y a des terroristes qui circulent dans vos quartiers et nous bloquons toute entrée de Palestiniens aux États-Unis comme pour n'importe quel autre pays. » Franchement, nous ne pouvons pas le savoir de votre part, ni faire confiance à l'autorité palestinienne. Qu'ils puissent communiquer aux États-Unis, vous savez qui sont ces personnes, n'est-ce pas? Donc, les États-Unis ne veulent certainement pas laisser entrer des terroristes dans leur pays et c'est pour cela qu'ils mettent en place ce blocage. Je pense que cela vous apporte aussi une information essentielle à comprendre sur la raison. Aucun pays n'a ouvert ses frontières aux Gazaouis, d'accord? Il y a une crise humanitaire à Gaza. Dans n'importe quelle autre situation dans le monde où il y aurait une telle crise humanitaire, les gens fuiraient vers la frontière et chercheraient refuge dans d'autres pays. Mais pendant ce temps, le monde entier a fermé ses frontières aux habitants de Gaza, et cela pour 2 raisons. Premièrement, c'est comme ça, les États-Unis disent « Nous ne voulons pas de terroristes dans notre pays ».
Et quand vous avez un pays qui est gouverné par Hamas, qui est gouverné par une entité terroriste, il y a une très forte probabilité que les personnes qui vont quitter ce pays soient associées à Hamas, qu'elles aient été élevées comme des terroristes. Et aucun pays ne veut vraiment avoir des terroristes qui se promènent maintenant à l'intérieur de son territoire. Aujourd'hui, partout dans le monde, personne ne veut de terroristes dans son pays. Mais l'autre aspect, bien sûr, c'est que la communauté internationale veut que la population de Gaza et la crise humanitaire à Gaza soient le problème d'Israël. Donc, ils veulent garder cela comme un levier contre Israël afin de pouvoir continuer à accuser Israël aux Nations Unies, continuer à promouvoir des boycotts, des sanctions et des désinvestissements contre Israël et simplement continuer à délégitimer et à diaboliser l'État d'Israël. Donc, vous savez, ce sont les raisons. Et d'un côté, je comprends ce que fait le président Trump, vous savez, mais d'un autre côté, comment allons-nous faire sortir les habitants de Gaza qui souffrent à l'intérieur de Gaza vers des lieux plus sûrs? Surtout si Gaza n'est pas reconstruite dans les 10 prochaines années, comme on en parle, pour devenir une sorte de ville intelligente sur la Riviera méditerranéenne. Alexandre, la semaine dernière, nous avons signalé que 3 Américains ont été tués en Syrie par un Syrien lié à Daesh. Le président Trump et son administration ont frappé plus de 70 cibles lors de l'opération Hawkeye Strike, que Trump qualifie de représailles très sérieuses. Israël aurait été prévenu à l'avance. Ainsi, les États-Unis frappent des cibles de Daesh en Syrie en réponse au fait que 3 citoyens américains ont été tués la semaine dernière. Il est également important de noter que le président parle de ces membres de Daesh présents en Syrie et tente de les dissocier d'Al-Jalani, c'est bien ça, et Al-Jalani. Il dit en gros qu'il est en faveur des attaques américaines en Syrie. Certains avancent que Daesh et Al-Jalani ne seraient pas 2 entités distinctes, mais la même ici. Donc, d'un côté, les États-Unis se vengent, ripostent pour la mort de 3 Américains, et de l'autre côté, je pense que c'est un assez bon indicateur que la Syrie n'est pas encore une zone stable et qu'il reste beaucoup de travail à faire pour éradiquer le terrorisme en Syrie. Des questions se posent sur la patience du président Trump envers Al-Jalani. J'entends des rumeurs selon lesquelles sa patience envers Jalani pourrait s'épuiser à un moment donné dans le futur. Et elle s'épuisera encore plus vite si des Américains continuent de mourir en Syrie. Alex, comme dit en début d'émission, je suis aux États-Unis et toi en Israël. La semaine prochaine, nous allons inverser cela puisque tu prévois de prendre l'avion pour accompagner le premier ministre Netanyahou lors de son voyage pour rendre visite au président Trump. Le programme officiel n'a pas encore été présenté, mais le fait que tu prennes l'avion vers la Floride le laisse supposer. Le complexe Mar-a-Lago indique que la rencontre va effectivement avoir lieu. Dans quelle mesure, nous ne le savons pas encore. Mais il semble que Netanyahou va rencontrer le président Trump et Alex Treman sera présent. Eh bien, on dirait que le président Trump a ouvert Mar-a-Lago comme destination de vacances pendant les fêtes pour le premier ministre Netanyahou. Cela indique probablement que Trump sera également présent. Vous savez, il a invité Netanyahou à venir profiter de Mar-a-Lago. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où le premier ministre peut aller, franchement, de nos jours, sans risquer d'être arrêté. Après ces mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale il y a plus d'1 an, Trump a déclaré, comme seul Trump sait le faire, vous savez ça, il n'y a pas de réunion officielle à l'ordre du jour, mais il a déclaré que Netanyahou aimerait venir le voir. J'ai comme l'impression, d'une manière ou d'une autre, le premier ministre et le président se rencontreront s'il séjourne à Mar-a-Lago avec son épouse. Ils ont beaucoup à discuter. Nous avons vu toutes ces conversations. Nous parlions de la phase 2 de ce plan à Gaza. Il y a également eu des rapports qui viennent de sortir affirmant que Netanyahou allait essayer de convaincre Trump qu'il devrait y avoir de futures attaques contre l'Iran lors de cette réunion. Je pense que vous voyez très clairement ici que la situation à Gaza n'est pas résolue. La situation dans le sud du Liban n'est pas complètement résolue. La situation en Syrie n'est pas stable. Et qu'il est potentiellement possible d'en faire plus pour frapper au cœur du régime iranien. Il pourrait aussi y avoir des informations sur les tentatives iraniennes de relancer leur programme nucléaire. Tout cela pourrait faire partie des conversations que Netanyahou aura avec Trump la semaine prochaine.
Alex, j'ai vu certaines des vidéos ce week-end de l'événement Turning Point États-Unis d'Amérique, l'organisation de Charlie Kirk là-bas. Ben Shapiro attaque Tucker Carlson pour avoir donné une tribune à l'antisémite Nick Fuentes ainsi qu'à Candace Owens. Bien sûr, visionnons cette vidéo. Il savait que Nick Fuentes est un troll malveillant et que le mettre en avant relève de l'imbécilité morale, ce qu'a fait Tucker Carlson. Il a mis Nick Fuentes en avant et doit en assumer la responsabilité, ainsi que pour avoir enjolivé les faits. Le pornographe et présumé trafiquant sexuel Andrew Tate, ou pour avoir présenté le pseudo-historien nazi Daryl Cooper comme le meilleur historien populaire d'Amérique. Les animateurs sont responsables des invités qu'ils choisissent et des questions posées. Des accusations émotionnelles, des théories du complot et le simple fait de poser des questions, c'est paresseux, stupide et trompeur. Aucune de ces choses ne remplace la vérité. Aucune ne remplace les preuves. Alors, quand Candace Owens dit « Je ne sais pas, non, mais je sais que c'est débile, et nous sommes tous plus débiles d'avoir entendu ça », ceux qui refusent de condamner les attaques vicieuses de Candace, y compris certains ici, sont coupables de lâcheté. Oui, de lâcheté. Voilà, Alex. Ce que certains appellent une guerre civile, si vous voulez, au sein de la droite ou des conservateurs aux États-Unis. D'un côté, vous avez Ben Shapiro, de l'autre, vous avez Carlson, Candace Owens et d'autres, Steve Bannon qualifiant Shapiro de cancer, qui souhaitent que les États-Unis privilégient les intérêts d'Israël. Alors, que pouvons-nous penser de ce chaos ici à l'événement Turning Point États-Unis d'Amérique? Eh bien, ce que nous voyons ici à Turning Point États-Unis d'Amérique, c'est à quel point la situation est laide au sein du camp Make America Great Again en ce moment. Et il y a, je n'appellerai pas ça une guerre civile, mais certainement une guerre de mots qui se déroule ici entre ceux qui sont pro-Israël dans le camp Make America Great Again et ceux qui sont résolument anti-Israël dans le camp Make America Great Again. Et ce qui est incroyable, c'est que Tucker Carlson, Candace Owens, Steve Bannon, ce sont des personnes qui, je veux dire certainement avec Candace et Bannon, il y a 1 an et demi, nous pensions qu'ils étaient pro-Israël et tenaient beaucoup de positions en ce sens. Des références et Tucker. Il y a 1 an et demi, beaucoup auraient affirmé qu'il n'était pas antisémite. Il y avait certaines personnes qui mettaient en garde en disant qu'il était antisémite. J'ai d'abord été surpris personnellement par cela. Mais ils ont offert une plateforme à Nick Fuentes. Nous en avons déjà parlé. On voit que Nick Fuentes et ses publications sont, vous savez, mises en avant sur les réseaux sociaux d'une manière qui n'est pas naturelle et qui ne devrait vraiment pas arriver. Et on voit aussi que ses opinions sont relayées par des gens comme Tucker Carlson d'une manière qu'une personne comme Nick Fuentes n'aurait jamais connue auparavant. On voit des gens comme Ben Shapiro, Mark Levin et d'autres riposteurs, et c'est devenu assez dur en ce moment. L'une des choses, Carl, que j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'Erika Kirk a déclaré lors de la conférence Turning Point États-Unis d'Amérique qu'elle soutiendrait J.D. Vance pour devenir le 48e président des États-Unis. Et il est également clair ici que Tucker Carlson et Vance sont proches. Tucker Carlson a soutenu J.D. Vance pour qu'il devienne sénateur. Je crois que c'était en 2022. Il a été dit que Tucker Carlson aurait convaincu Donald Trump de choisir J.D. Vance comme colistier lors de la précédente élection. Nous savons que le fils de Tucker Carlson, Buckley, est le conseiller en communication de J.D. Vance. Et nous savons cela. Immédiatement après l'assassinat de Charlie Kirk, la première personne à animer l'émission de Charlie Kirk le lundi suivant a été J.D. Vance. Qu'y a-t-il invité chez Tucker Carlson? Dans cette émission, Tucker Carlson a dit trouver dégoûtant que Netanyahou évoque son soutien à Israël. Charlie Kirk l'était. Charlie Kirk était pro-Israël. Donc, vous voyez ici qu'ils essaient vraiment de détourner Turning Point de ce qui était auparavant une position résolument pro-Israël. Et je pense qu'au final, ce qui se passe ici, et si cela continue, c'est que vous allez vraiment voir le mouvement Make America Great Again imploser. Honnêtement, si vous avez vu Tucker Carlson il y a quelques semaines, il disait qu'il déteste plus que tous les sionistes chrétiens. Je veux dire, ce sont des chrétiens évangéliques qui croient dans le cadre de leur foi, que soutenir Israël, c'est soutenir la Bible, c'est soutenir le christianisme. Ils pensent cela, bénir Israël attire la bénédiction, le maudire apporte la malédiction.
Je pense qu'il divise le mouvement et l'idée que les républicains peuvent vaincre les démocrates sans unité. Vous savez, c'est un leurre, donc je pense qu'au final, vous savez, cela pourrait être une opération visant à mettre les démocrates au pouvoir en divisant le mouvement. Malheureusement, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent Israël comme un ballon politique, ce qui est exactement ce qu'Israël ne veut pas être. Et dans le passé, on parlait toujours de cela comme d'un ballon entre les républicains et les démocrates. Et maintenant, oubliez les démocrates. Ils ont tout abandonné aux républicains, qui utilisent désormais Israël comme enjeu politique chez les Make America Great Again. Alex, nous avons le temps pour une autre histoire ici. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. La vidéo de A.M.E. Horowitz à l'Université d'État de San Francisco, toujours à dénoncer haineux, antisémite et soutien au terrorisme, surtout sur les campus universitaires. Regardons cette vidéo choquante. De l'argent pour des armes et des équipements afin de riposter contre les Juifs, des opérations contre les Juifs. Partout dans le monde, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, où qu'ils soient. Mais ici, en Europe, nous voulons lever des armes pour pouvoir les frapper partout dans le monde. Nous devons frapper fort ces gens et financer des opérations contre des cibles faciles. Tu es d'accord? Mais oui, je serais totalement partante. Ouais, mon frère, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, tu comprends ce que je dis? Ouais, atteindre ces objectifs. Oui, j'apprécie. Merci, merci. J'aime ton discours et je veux aider à le diffuser. Faire passer le message, bien sûr. Merci les gars, j'apprécie vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ouais, je n'ai pas d'argent à donner, mais si tu as besoin de soutien moral... Tu peux m'en donner. Réponds le message. Par exemple, en publiant une story pour promouvoir. Quel montant pourrais-tu donner? C'est déductible. Quelques euros. Genre 5. Genre 5 euros. 5 euros. Alors, Alex, c'est une vidéo choquante, mais je dirais que malheureusement, ce n'est pas surprenant. Où A.M.E. Horowitz demande essentiellement à ces personnes de soutenir des attaques contre les Juifs. Et puis, vous avez ces personnes qui sont prêtes soit à faire un don pour la cause. Vous parlez d'attaquer des Juifs ou de soutenir ce mouvement d'autre manière. C'est très choquant, mais malheureusement pas surprenant. C'est la réalité vécue depuis le massacre du 7 octobre où les Juifs ont été pris pour cible. C'est la saison de la chasse aux Juifs partout dans le monde. Bravo à A.M.E. Horowitz pour l'avoir refait. Il fait ça depuis que je le connais. On parle de 15, 20 ans déjà. Il va toujours au cœur du danger où que ce soit. Il agitait un drapeau américain lors de ses campements à City College il y a un peu plus d'1 an. Il étudie maintenant à l'Université d'État de San Francisco et il expose vraiment la façon dont les gens se sentent vis-à-vis des États-Unis, la façon dont les gens se sentent vis-à-vis des Juifs, la façon dont les gens se sentent vis-à-vis de l'Amérique. Et cela n'est pas surprenant, mais je pense que ce que cette vidéo montre, c'est à quel point l'Amérique est perdue quand on peut prendre ce pays qui est le phare de la liberté religieuse, qui est un véritable creuset, dans laquelle l'Amérique, dans laquelle les Américains juifs ont tant contribué à la trame de ce que signifie être américain et au peuple juif en Amérique. Pour la plupart, je dirais que l'immense majorité d'entre eux sont des membres très actifs de la société américaine et se considèrent comme tels. Et même la plupart d'entre eux se considéreraient comme américains avant de se considérer comme juifs, n'est-ce pas? Si tu devais choisir, tu es quoi en premier, américain ou juif? Je pense que beaucoup de juifs en Amérique diraient être américains avant de dire autre chose, ce qui est très différent des juifs ailleurs. Dans d'autres communautés à travers le monde où ils sont isolés et savent qu'ils sont juifs. Tout d'abord, c'est une situation, et je pense que ces deux histoires ici, ce qui se passe à Turning Point États-Unis, d'Amérique l'une étant alimentée par Tucker, Candace, Steve Bannon. D'une part, ils accélèrent ce processus de manière très spectaculaire, mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles ils accélèrent ce processus, c'est qu'ils regardent les jeunes en Amérique qui disent « Écoutez, le message est déjà clair. En gros, on n'ira pas convaincre ces gens de soutenir Israël et de soutenir les Juifs. Ils ont déjà appris à détester les Juifs et à détester Israël. Cela a été fait par le Qatar au niveau universitaire et aussi dans les écoles primaires ou des programmes d'études du Moyen-Orient financés par le titre 6, créent les cursus des écoles publiques. Alors que nous savions déjà ce qui se passait sur le campus, sans pour autant agir, nous laissions déjà ce même problème s'envenimer au niveau des écoles publiques. Donc, je pense que cette vidéo est vraiment, vraiment triste. Et en fait, cela revient essentiellement à la première histoire que nous avons évoquée au début de cette émission, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Australie, à Bondi Beach, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ce qui s'est passé en France.
On se demande jusqu'où les Juifs pourront-ils vivre en sécurité dans le monde? Nous sommes attaqués en Israël par l'Iran et ses groupes terroristes affiliés. Les Palestiniens ici se sont alliés à l'Iran comme les Qataris, malgré la division chiite-sunnite. Bien sûr, la situation en Occident est aussi vraiment effrayante. Et il n'est pas certain que n'importe quel mouvement de lutte contre l'antisémitisme ou l'argent investi dans ce problème suffira à le résoudre. C'est un problème spirituel très, très profond qui touche à la pourriture qui s'installe dans toute la société occidentale. Et je terminerai simplement là-dessus. Je veux dire, si ces pays ne traitent pas bien leurs Juifs, cela finira par se retourner contre eux. Pas seulement à cause des bénédictions qu'ils perdront d'en haut, les bénédictions spirituelles auxquelles je crois sincèrement, mais la criminalité violente, comme nous l'avons vu à la plage de Bondy, cela peut commencer avec les Juifs. Lorsque la criminalité violente augmente, les Juifs sont toujours en première ligne, comme dans toutes ces sociétés, mais ils ne sont pas les seuls à en être victimes. Nous avons vu le président Trump et sa tentative d'assassinat. Nous avons vu l'assassinat de Charlie Kirk. Et je pense que c'est une période dangereuse dans toute la société occidentale. Et je pense que ces dernières histoires le montrent vraiment. Absolument, Alex. Et je dirais que les Juifs du monde entier, puisque c'est la saison de la chasse contre le peuple juif dans tous les pays, et il est temps de se défendre. Il est temps d'apprendre l'autodéfense. Il est temps d'apprendre à manier les armes. Et je pense que c'est vraiment la réponse à l'antisémitisme en ce moment. Les Juifs doivent savoir se défendre partout, en Israël, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs. Si vous êtes juif, vous êtes une cible. Vous devez comprendre cela et savoir que vous devez être capable de vous défendre avec tous ces moyens. Et c'est ça la différence entre Israël et les autres pays du monde. Ce n'est pas qu'on est moins attaqué, c'est juste qu'on est prêt à porter des armes, on est prêt à s'organiser. En tant qu'armée, nous sommes prêts à utiliser notre intelligence pour développer les avantages technologiques dont nous avons besoin pour vaincre nos ennemis. Il est difficile de savoir si les Juifs pourront faire cela dans d'autres pays du monde, comme en Australie, où il y a un contrôle strict des armes à feu. Aux États-Unis, où la plupart des Juifs vivent dans des États libéraux et où il n'est pas facile d'obtenir des permis de port d'armes, je sais que de plus en plus de Juifs aux États-Unis portent des armes. Mais au final, je pense vraiment que les dirigeants des États-Unis doivent maintenant regarder ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ce qui s'est passé en France, ce qui se passe en Australie, et reconnaître qu'ils ont une dernière chance de sauver la société occidentale en défendant la sécurité des Juifs dans leur pays, n'est-ce pas? Le président Trump doit dire « Si mon vice-président J.D. Vance soutient un mouvement contre les Juifs, je ne peux l'accepter. » Make America Great Again ne devrait pas accepter cela. Les chrétiens évangéliques qui forment Make America Great Again soutiennent et aiment Israël. Mike Huckabee Rubio. Ce sont des exemples de ce à quoi Make America Great Again est censé ressembler. Pas Tucker Carlson, pas Candace Owens, pas Steve Bannon. Je crois que le président des États-Unis a ici la responsabilité d'assumer un leadership moral. Alex, je te souhaite un excellent voyage aux États-Unis pour couvrir la visite du premier ministre Netanyahou chez le président Trump. Tu as hâte d'ouvrir l'émission la semaine prochaine avec le reportage sur ton voyage. Merci beaucoup, Josh. Je remercie ceux qui œuvrent discrètement ici. Notre producteur, Zach Sickerman, notre ingénieur Ryan Lischitz, Esther Eden, Aaron Vogelantern et Yuri Stratsky, le directeur de la station. Laissez-nous un super merci sur YouTube, faites un don à JNS et visitez JNS Télévision. Découvrez la programmation sur jns.org et suivez l'actualité d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans Jérusalem Minute sur JNS Télévision.